Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à cette émission Le Grand Oral. Vous le savez, nous avons 45 minutes d'information pour échanger au sujet, effectivement, de la République démocratique du Congo, des situations qui minent ou qui rongent ce beau et grand pays de la République démocratique du Congo étendu sur 2 345 410 km². Je le répète à chaque émission pour que nous maintenions ce territoire tel quel. En tout cas, qu'aucun centimètre ne puisse aller entre les mains de qui que ce soit. Alors, j'ai le plaisir et le privilège d'avoir sur ce plateau un confrère, un estimé confrère, en tout cas estimé parce que c'est l'un des rares journalistes d'investigation que nous avons ici en République démocratique du Congo. Il s'agit de Nikez Kibel Oka. Il est journaliste d'investigation. Il a œuvré dans le domaine au niveau de la région des Grands Lacs, en tout cas en ce qui concerne les crises sécuritaires au niveau des Grands Lacs. Il est calé, comme on le dit dans la profession. Il est éditeur du journal Les Coulisses. Il a été primé, lauréat du prix africain 2009 de la liberté de la presse décerné par la prestigieuse chaîne américaine CNN. Il a été proclamé parmi les 100 héros de l'information en 2014 par Reporters sans frontières France. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir un journaliste aussi galonné ici sur ce plateau. Confrère, je vous dis bonsoir. Bonsoir, chers confrères, et merci. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. J'ai eu écho que vous étiez à Kinshasa. En tout cas, je me suis fait violence pour que vous puissiez, heureusement que vous êtes toujours un grand ami de la presse et vous nous avez accordé ces petits moments pour que nous échangions au sujet d'une thématique qui pratiquement est le caillou dans la chaussure du Congolais. Ça fait plus de 5 ans, 10 ans même, on peut parler 10 ans, qu'on évoque cette situation liée aux ADF, MTM. ZADF, MTN, c'est ça l'actuelle appellation, si je me trompe. Oh. Si je ne me trompe pas de cette gangrène qui ronge la République démocratique du Congo. Il est besoin dans cette émission d'en savoir un peu plus sur l'identité de ces personnes, l'origine de ces personnes, leur mode opératoire. Est-ce des Congolais? Est-ce des étrangers? Pourquoi? Quelles sont les revendications? Ce sont les questions que nous allons évoquer tout au long de cette émission. En tout cas, je suis vraiment très content de vous avoir ici. Nous parlerons aussi des ouvrages que vous avez écrits consacrés à la crise en République démocratique du Congo. Alors, comment vous allez d'abord? Non, je vais bien, merci confrère. Je vous remercie aussi parce que vous avez pensé à nous. On ne pouvait pas rater cette opportunité, donc je vous dis merci. Merci beaucoup. Je me porte bien, comme vous l'avez souligné. Je suis venu dans le cadre du 19e anniversaire de commémoration de l'assassinat de Mosé. La fondation Mosé Laurent Désiré Kabila m'avait invité pour effectivement exposer sur cette nébuleuse, ce phénomène dont nous allons parler avec vous. Alors, dites-nous d'abord d'entrée des jeux. Qui sont les ADF? Pourquoi cette dénomination et pourquoi ça migre vers MTN? D'abord, dites-nous, c'est qui les ADF? Les ADF, comme on les appelle communément et abusivement, au départ, ce sont des Ougandais. Des musulmans ougandais de la secte tablique. La secte tablique, c'est une secte rigoriste dans l'islam qui est née en Inde en 1920, dans les années 20. Vous savez, à cette époque, l'Inde et le Pakistan, c'était presque le même pays, pas presque le même pays. Et à ce moment-là aussi, dans ces années 20, vous avez en Égypte les frères musulmans. Donc, le peuple, les musulmans se sont dit, nous devons restituer le Coran et les faits du prophète, comme ça s'est passé. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les djihad armés. Alors, la secte tablique a évolué jusque en Tanzanie dans les années 40. De la Tanzanie, ils sont venus en Ouganda. Et quand vous arrivez en Ouganda, vous avez deux communautés musulmanes. Vous avez la communauté que nous pouvons appeler Komiko chez nous, c'est-à-dire le Conseil suprême des musulmans de l'Ouganda, et vous avez la communauté tablique des musulmans de l'Ouganda. Et cette communauté s'est manifestée en 1991. Elle a attaqué la mosquée, une grande mosquée à Kampala, où elle a tué presque 100 musulmans. On les a arrêtés, ils ont fait la prison, bon comportement, ils ont été libérés. Mais dans la prison, ils ont essayé d'asseoir l'idéologie.
de se radicaliser. Alors quand ils sont sortis de la prison, ils ont commencé à attaquer les élèves dans des écoles. Ils kidnappaient des élèves, ils brûlaient des écoles. Et leur chef, Jamil Moukoul, on voulait l'arrêter, il a fui Kenya jusqu'au Soudan. Au Soudan, coïncidence, c'est à ce moment-là que Bin Laden vivait au Soudan. Parce que la première fois que Bin Laden a quitté l'Afghanistan, il est venu se réfugier au Soudan. De 92 à 96, Bin Laden vivait au Soudan avec le professeur égyptien Al-Zawahiri, l'idéologue de Bin Laden, avec Al-Tourabi, l'idéologue de l'ex-président soudanais. Et des jeunes gens se sont retrouvés autour de Bin Laden pour avoir cette idéologie-là. Et on a dit à chacun, allez rentrer chez vous, essayez d'activer le djihad. Alors, le retour de Jamil a coïncidé avec la guerre de l'Afdel, en 1996. Avant de lancer les opérations de l'Afdel, le président Museveni, le président ougandais, ayant eu l'expérience du FPR, parce que le FPR a croisé les phares, les forces armées rwandaises, j'ai dit non, nous n'atteindrons pas notre objectif si nous ne mobilisons pas les groupes armés, les rébellions armées ougandaises. Il a lancé un appel, il voulait dialoguer avec tous les groupes rebelles ougandais. Tous se sont retrouvés autour des Nalu. Et les Nalu, sûrement vous me poserez la question, les Nalu, c'est la fusion des Rwenzururu Freedom Movement, c'est-à-dire les Bakonzo de l'Ouganda et les Nande du Congo. Cette fusion-là avec les anciens, les soldats d'Idi Amin, qui donnera les Nalu, soutenus par le gouvernement zaïrois de l'époque. Avec Mobutu. Avec Mobutu. Parce que pour Mobutu, c'était un levier pour renverser le président Museveni. Okay. Alors, lorsqu'il se retrouve là-bas, tous les groupes rebelles ougandais arrivent là-bas, sauf la LRA, l'armée des résistants du Seigneur, oui, qui refuse. Et quand il se retrouve, le président Museveni lance comme ça, comme dans ses habitudes d'humour, dit, bon, puisque vous dites que moi je suis dictateur, vous créez votre alliance de force, vous les démocrates, soyez ensemble, discutez avec moi. C'est ça, ADEF. Le mot ADEF, si vous mettez en français, c'est l'Alliance des forces démocratiques. Ou, si vous voulez, démocratique force alliée, c'est ça, ADEF. Comme les Nalu avaient leur idéologie et leurs revendications, tout en se mettant ensemble, parce que les Nalu ont donné aux ADEF les territoires. Parce qu'ils sont sur les territoires congolais. Okay. Et comme les Nalu avaient leur idéologie, ils ont refusé de fusionner. C'est comme ça, tout en restant ensemble, ils se sont dit, nous avons appelé ADEF bar Nalu. Donc nous avons les ADEF et nous avons les Nalu. Mais qui sont sur le territoire congolais. Sur le territoire congolais, parce qu'après cela, l'AFDEL a fait sa guerre, les ADEF Nalu sont restés sur le territoire congolais. Ils n'ont pas attaqué l'armée ougandaise, ils n'ont pas attaqué les rébellions congolaises, parce qu'à Beni, il y avait le RCD-KML et il y avait les MLC qui avaient formé ce qu'ils ont appelé Front de libération du Congo. Donc, ils ne les ont jamais attaqués. Alors, ils ont évolué et dans les années 2002-2003, ils ont commencé maintenant à pratiquer, à faire la distinction entre les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens devaient aller prier chez eux, les musulmans ainsi de suite. Et finalement, ils ont trouvé le lieu où ils devaient se concentrer, qu'ils ont baptisé du nom de Madina. Madina, vous savez, pour les musulmans, c'est le lieu où le prophète Mohammed, quand il a fui la Mecque, Égir, il est allé s'installer à Médine. Il a constitué une grande armée pour combattre la Mecque, qu'on appelait la Mecque païenne, parce qu'il y avait 360 dieux à la Mecque. Donc le prophète a recruté des gens sur base du Coran. Il est allé attaquer la Mecque pour libérer la Mecque et pour étendre sa vision, la vision qu'Allah lui a donnée de l'islam. Alors, eux aussi se sont dit, nous devons nous mettre à Madina
Parce que Médine du prophète, vous avez un milieu où il ne fait pas bon vivre. C'est un milieu principalement où il y a des intempéries. Donc, vous vivez comme un commando, un kamikaze. Eux aussi se sont dit, nous devons fuir les milieux habités où c'est pollué par les péchés. Nous restons comme les prophètes dans la forêt. Et là, nous allons pratiquement mettre en pratique les enseignements du prophète et du Coran. Et nous pourrons alors libérer, si vous voulez, tous les autres pour qu'ils deviennent musulmans. Ok. Donc voilà. Là, vous avez vraiment bien planté le décor. Oui. Alors, à quel moment les exactions commencent au niveau des ADF? Les Nalous, vous allez revenir après, les Nalous sont rentrés en Ouganda. Oui. Donc maintenant, on ne peut plus parler des ADF Nalous parce que les Nalous se sont entendus avec le président Museveni et sont rentrés chez eux. Exact. Mais le terrain qu'ils avaient cédé aux ADF continue d'être occupé par ceux-là. Oui. Ils sont dans la forêt, visiblement. C'est une région forestière, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Oui. Mais alors, qu'est-ce que MTM vient faire, justement? Alors, les ADF, appelons-le comme ça, parce que dans les communs des mortels, c'est ce qui passe bien. Comme j'ai dit, ils étaient des rebelles ougandais. Quand ils s'installent au Congo, ils commencent les djihad, donc la formation des bribes du Coran, et à un moment, ils entrent en contact avec la Somalie. Les Chebab, ils entrent en contact avec la Somalie, et là, ils deviennent rigoristes. Et soit dit en passant, ils vont même contribuer, ils vont former un bataillon dans la discussion totale qu'ils vont envoyer en Somalie. Ah bon? Oui. Ils vont aussi envoyer 2 bataillons en Afghanistan. Donc vous voyez que quand ils étendent leur réseau, ils deviennent coriaces, ils adoptent les attitudes que leurs alliés leur donnent. Au départ, la conversion est libre. C'est la conversion par la séduction, la ruse, tout ça, ainsi de suite, et les bourses d'études, des promesses de bourses d'études, d'aller au Canada, d'aller en Afghanistan, disons, à Médine, en Arabie Saoudite, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils commencent à contribuer dans l'effort de guerre en Somalie comme en Afghanistan, ils ont besoin des gens. Donc ils doivent recruter. Et ils passent de la conversion par la ruse, par la séduction, au recrutement forcé. Et c'est à partir du recrutement forcé qu'ils commencent les exactions. Et comme ils avaient développé aussi le commerce avec certains de nos compatriotes, parce qu'ils ont aussi épousé chez nous, ils commencent aussi à châtier ceux qui leurs débiteurs. Ceux qui ne remplissaient pas les obligations, ils commencent à les kidnapper. Ceux qui ont de la chance, ils résistent. Ceux qui n'ont pas de chance, ils sont tués. Donc voilà un peu les débits des exactions où on commence les enlèvements, les kidnappings. Et d'abord c'est à compte-gouttes et puis finalement ça prend de l'ampleur. Parce qu'avant qu'on lance les opérations Sokola 1 en janvier, la société civile de Beni avait presque totalisé presque 900 personnes kidnappées. C'est la liste qu'ils avaient remise au président Kabila à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils en font, des personnes kidnappées? Ah oui. Lorsque vous arrivez, la première des choses, on vous prend tous les téléphones parce que vous ne pouvez pas communiquer. Vous suivez, on vous donne les rudiments du Coran. On vous donne les rudiments, si vous acceptez les termes, de la formation militaire. Donc vous êtes à la fois djihadiste, c'est-à-dire djihadiste dans ces termes, vous êtes musulman, disons comme ça, parce que nous devons faire la part des choses avec les musulmans qui sont réglo, comico. Vous êtes à la fois musulman et à la fois vous êtes terroriste, si vous voulez, ou djihadiste. C'est-à-dire, vous avez les rudiments du Coran, vous avez les entraînements militaires, le matin, vous les faites, et pour les enfants, ils suivent une petite formation, parce que eux, surtout, ils ont besoin d'enfants. Le lavage de cerveau avec les enfants passe vite. Ouais. Donc, vous devenez djihadiste. Vous vivez là-bas et vous faites tous les métiers qu'ils font là-bas. Mais d'abord, le Coran, obligatoirement, toute personne kidnappée qui est dans les maquis devient musulman, obligatoirement. On ne peut même pas discuter. Et puis après, vous apprenez
l'art de la guerre. Et que signifie MTM? Alors, lorsqu'ils évoluent, parce qu'ils ont accepté ce terme-là d'ADEF, c'est comme ça que même nous commettons l'erreur les rebelles ougandais. Maintenant, ils recrutent. Ils ne recrutent pas seulement en Ouganda, ils recrutent chez nous en RD Congo, ils recrutent en Tanzanie, au Kenya, au Burundi, Somalie, ainsi de suite. Ils ont des instructeurs, dont ils deviennent des vrais djihadistes. Et ils prennent d'abord un nom, MDI, Muslim Defense International. Okay. Ça, c'est le premier nom qu'ils ont pris, mais dans les tâtonnements, finalement, ils adoptent les MTM. Les MTM, c'est-à-dire Madina al-Tawed ou al-Mujahideen. La traduction littérale, c'est Madina, la cité des Mujahideen. Les Mujahideen, ce sont les combattants d'Allah. Mais la vraie traduction et la symbolique de Madina, c'est ils se fondent sur le premier des 5 piliers de l'islam que nous avons étudié tous à l'école. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohamed et son prophète. Donc, Madina, les adeptes signifient l'unicité de Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Le Dieu, c'est Allah. Et il n'y a pas deux prophètes. Le prophète, c'est Mahomet. Donc, voilà la signification de l'abréviation MTM. Donc, les gens qui veulent instaurer l'unicité de Dieu à travers la région. Je vous ai suivi religieusement lors de la leçon publique intervenue au niveau de la cité de la Voix du Peuple, à la RTNC au studio Maman Nguébi. Vous évoquiez même des ramifications avec une secte qui se trouve au Mozambique, si je me trompe. Au Mozambique. Effectivement, le premier épicentre, c'est Beni. Mais avec les opérations Sokola, lancées par les forces armées de la RDC, ils ont ouvert un autre épicentre au Mozambique, au nord de Mozambique, dans le district de Cabo Delgado. C'est le district au nord collé pratiquement à la Tanzanie. C'est là qu'ils ont un peu déplacé leur camp. Et dans nos enquêtes, nous avons découvert que, parce que c'est une longue histoire, au fait, un jour, la police ougandaise poursuivait un monsieur qui a fui dans la mosquée. Il a fui à la mosquée et lorsque la police a voulu pénétrer dans la mosquée, on a ouvert le feu contre la police. En plein Ouganda, en plein Kampala, la police a fait recours à l'armée ougandaise, l'UPDF. Pendant 2 heures, ils ont réussi à défoncer la mosquée. Dedans, ils ont trouvé 136 personnes, recrutées, enfants, femmes, pour qui devaient venir à Beni, avec des armes. Mais l'imam de la mosquée avait réussi à fuir. Ça, nous sommes en 2017. En 2018, cet imam a été arrêté au Mozambique, dans ce district-là de Cabo Delgado, dans le camp de formation. Mais ces gens-là s'appellent Al-Sunna, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les prophètes. Ça, c'est la traduction littérale. Al-Summa Jama, c'est-à-dire les gens, les disciples, ceux qui suivent les enseignements du prophète. Donc, ils sont là en Tanzanie, en corrélation avec ceux qui sont à Beni. C'est vraiment une situation compliquée. Alors, mais maintenant, dites-nous, monsieur, cher confrère Nikes Kibelbeloka, mais on ne comprend finalement pas comment on les identifie. Parce que tel que vous l'expliquez, vous dites qu'il y aurait même des Congolais, on a vu des ADF congolais. Oui. Il y aurait, parce que quand vous kidnappez directement, vous avez un lavage des cerveaux, vous devenez un ADF MTM. Oui. Il y a des Burundais, des Rwandais, même des Ougandais, des Tanzaniens, des Somaliens, des Soudanais, ainsi de suite. Mais comment on les identifie? C'est ça la difficulté. Parce que quand ils passent les frontières, ils ne sont pas ADF. C'est comme les élèves. On est élève quand on est en uniforme. Oui. Sauf si le maître sait que, ou bien les condisciples, les collègues savent que non, celui-là, nous étions avec. Bon, lorsqu'ils passent, par exemple, quand ils entrent au Congo par Uvira, Fizi, ils passent comme des bons musulmans. Bukavu, Goma, Butembo, Beni. Ils entrent dans la forêt. C'est lors des opérations Sokola qu'on arrive à les capturer et certains dénoncent. Mais aussi, vous m'avez présenté comme journaliste d'investigation. Dans nos investigations, nous sommes tombés aussi sur du bon renseignement qui nous disait tel est ADF. Il y a des gens qu'on a arrêtés dans les villes, à Goma, à Butembo, à Beni.
Qui étaient les ADF? Lorsque la Cour militaire opérationnelle a lu certains passages de notre premier ouvrage, l'avènement du djihad, comme le procès s'est passé en français avec traduction en Swahili ou Lingala ou Kinande, suivant le gens qui parlaient, pendant les traductions, les ADF ont levé les doigts pour dire non, moi j'ai à dire. Qu'est-ce que vous avez à dire? Non, ce qui est lu là est vrai. Prouvez que c'est vrai. Non, allez à tel endroit, vous allez attraper monsieur tel, voilà. Parce que la difficulté, c'est quoi? Lorsque vous êtes chrétien, comme vous, Blaise, comme moi, Nicaise, mais quand j'entre là-bas, première chose, on me donne un autre nom. Alors, à ce moment-là, même mon identification par rapport à ma famille qui ne sait pas que je suis là, donc elle est coupée. Donc même à Kinshasa, ils peuvent être là, ils sont là, je peux même dire. Mais comment les identifier? Parce qu'ils ne portent pas un uniforme plutôt pour dire que non, celui-ci est ADF. Mais il faut suivre les tabliques. Parce que j'ai dit, origine, c'est des tabliques. Les tabliques, oui. Et des tabliques, la définition simple, c'est les propagateurs de la foi. Ils sont à la recherche des brebis égarées pour les remettre sur le bon chemin. Et les brebis égarées, c'est d'abord des musulmans qu'ils accusent de ne pas appliquer le Coran tel que voulu par Allah. Parce que dans le Coran, ce que nous appelons, ce qu'eux appellent la part d'Allah, c'est-à-dire les châtiments corporels, qui sont indiscutables. Même le prophète Mohammed ne pouvait pas pardonner. Dans le Coran, la Comico, par exemple, qui est dans notre pays, respecte notre constitution. Donc, un imam de la Comico ne peut pas demander qu'on coupe la main quand j'ai volé. Quand j'ai volé. Mais eux, ils disent que comme ces imams-là n'appliquent pas le Coran à la lettre, il faut les châtier. C'est comme ça que les premières victimes sont des musulmans. Donc, les tabliques viennent pour récupérer les brebis perdues, qui sont ces musulmans qui n'appliquent pas à la lettre, et puis après, faire les djihad forcés, donc le recrutement forcé. Et quand ils passent, généralement, on a vu, parce que nous avons enquêté à Ouvira, à Fizi, ils arrivent après le ramadan, il y a un groupe de 5-6 imams qui ne sont pas des nationaux, qui arrivent et qui prêchent, mais au même moment où ils prêchent, ils recrutent des jeunes gens. Ils disent, nous avons des bourses. Ils payent la dot. Par exemple, ils recrutent 10 jeunes gens. Ils leur demandent de choisir des fiancés. Comme vous savez, nous aimons voyager, aller en Europe. Dans cette joie-là de voyager, les femmes sont embarquées et elles se retrouvent dans la forêt de Beni, dans les Ruwenzori, dans les parcs de Virunga. Et à Madine, on leur dit, vous avez voulu aller au Canada, voici les campements qui s'appellent Canada. Donc voilà un peu. Il est difficile. Bon, là, bien sûr, il faut que les services de renseignement puissent ouvrir l'œil et le bon, surtout le bon, pour dénicher. Et je l'ai dit, vous voyez que dans beaucoup de régions islamiques chez nous, il y a des conflits dans des mosquées. Parce que eux, quand ils viennent, ils veulent installer leurs propres imams qui ont leur vision à eux. Alors, ils trouvent des imams sur place, ils ne les acceptent pas, ils veulent installer. Et vous trouverez qu'il y a beaucoup de... Il y a des querelles dans certains coins du pays où les musulmans entre eux ne s'entendent pas. Si vous creusez, nous qui avons creusé, vous trouvez que c'est ces problèmes-là qui est à la base. Vous avez pratiquement écrit 6 ouvrages, dont 3 qui sont particulièrement consacrés à cette situation de Béni. Vous êtes un journaliste d'investigation, ça on le sait. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le financement? Parce que ce que vous dites, ça nécessite de gros financements. Ouais. D'où proviennent les fonds pour entretenir ces mouvements? D'abord, nous sommes dans ce système de... Bon, pas le système, mais le pétrodollar. Vous savez que la plupart des pays arabes, ils ont du pétrole. Beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Les djihadistes qui sont chez nous, ils sont pratiquement d'origine... J'ai parlé de Bin Laden ici. Donc les wahhabismes donc de l'Arabie Saoudite, parce que les sunnites sont en pratique viennent de l'Irak, mais l'Arabie Saoudite a récupéré ce monopole des sunnites en Irak, et ce sont les sunnites qui sont majoritaires chez nous ici. Ils sont financés.
Et dans les livres, vous allez voir, quand je parle de vitalité, je n'ai pas voulu utiliser le terme financement, mais j'ai utilisé le terme vitalité au chapitre 3. Pourquoi? Parce que je démontre comment ils peuvent recevoir l'argent. Et je donne un exemple. Un monsieur en Afrique du Sud, en l'espace de 30 minutes, il est devant les guichets d'une banque, il fait les transferts 5 fois à un même monsieur qui est à Béni et qui le reçoit en 30 minutes. Vous savez que chaque transfert exige de l'argent, c'est-à-dire exige des frais. Donc logiquement, en 30 minutes, il devait tout réunir et faire un transfert en une fois. Et le monsieur qui a touché de l'argent à Béni, 2-3 jours après, il revient à la banque. Ce n'est pas le montant qu'il a touché. Lui fait aussi un transfert, par exemple, au Kenya. Les triples ou les quadruples de ce qu'il a touché. Donc, ils ont des points focaux. Ils ont aussi des points focaux au niveau des changeurs, des cambistes. Ils ont des points focaux au niveau des motards. Parce que la moto, c'est l'engin qui peut entrer dans la forêt là où les véhicules ne peuvent pas. Exactement. Donc la moto est plus souple, plus mobile, plus souple pour eux. Ils financent des motards, ils achètent des motos, ils donnent à des jeunes gens qui font ça. Ils sont dans les Kadhafi, vous savez, bon, chez nous là-bas à l'Est, les transporteurs de carburant, ce sont des Somaliens. Et quand, bon, je suis contre depuis qu'on est tout petit, moi j'ai grandi à Bukavu, c'était des Somaliens. Des Somaliens, c'est eux qui amènent. Alors, quand ils amènent, quand vous regardez très bien, sur 10 Kadhafi, comme on les appelle, les vendeurs de carburant, vous pouvez vous retrouver avec 5 ou 6 qui sont des musulmans. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils financent les petits commerces, et directement, par exemple, quand ils sont arrivés à Béni, tous les musulmans de Béni, les sunnites comme les chiites, c'est des musulmans tendance Iran, et les Hezbollah et Libanais. Ils priaient dans une même mosquée. Mais quand ils sont arrivés, ils ont dit aux jeunes gens, non, les chiites ne sont pas les nôtres. Voici la différence. Nous allons créer, ils ont ouvert une mosquée qu'on appelle Taqwa qui signifie la puissance d'Allah. Donc vous comprenez déjà. Et ils ont financé les jeunes gens qui ont commencé à se débrouiller. Et ça aussi, c'est une persuasion, parce que quand vous voyez votre ami commencer à se débrouiller, vous avez tendance aussi à y aller. Le suivre. Voilà. Mais alors, la difficulté, parce que tel que vous expliquez le problème, en tout cas, ça semble être beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Exact. Ce n'est pas une guerre à laquelle on fait face comme celle du M23, où vous avez une base donnée, où vous attaquez et vous détruisez la base et c'est fini. Pour preuve, on a vu avec le général Baouma, il y a des sites qui ont été détruits. Oui. On a revu encore dernièrement, il y a quelques semaines, les FARDC ont pris Medina. Medina, là nous appelons Medina, mais c'est Medina. Oui. Mais ça n'a fini pas. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission, j'apprends qu'il y a encore eu des tueries à Ouicha. Ouais. Donc on devrait faire face à quoi? À une guerre. Jamil Moukoul, on ne l'a pas encore retrouvé visiblement. Non, il a été arrêté en 2015 à la frontière avec l'Ouganda-Tanzanie. Oui, il est en prison en Ouganda. Il y a un autre là, comme on appelle... On parle de 5 chefs, dont l'un serait en cabale, je ne sais pas, il est en train de fuir, je ne sais pas ce qui se passe. Donc on s'attaque à une idéologie, visiblement. Au fait, et pour ça, il faut des moyens adaptés. Il faut des moyens adaptés. La première des choses, nous sommes dans la guerre asymétrique. Oui, la guerre asymétrique, pas, vous l'avez souligné, les M23, c'était une armée classique qui se battait avec une rébellion qui se représentait être un État. Où on savait que sur telle colline, ils avaient tel type d'armes. Et facilement, notre armée a gagné parce que notre armée a été formée, moulue dans le système des armées classiques. Maintenant, nous sommes dans une guerre asymétrique. Et dans la guerre asymétrique, la ruse prend le dessus. C'est-à-dire que l'ennemi qui est faible, c'est ça l'asymétrie, par rapport au militaire qui est bien armé, l'ennemi qui est faible, mais il a un avantage, il maîtrise le terrain. C'est lui qui choisit la cible, il choisit le lieu où il doit frapper et il choisit le temps. Et souvent, c'est entre deux positions militaires. Parce qu'il doit montrer que l'armée ne fait absolument rien. Et là, nous revenons dans le fondement d'une guerre asymétrique, le renseignement. Donc, le renseignement, c'est ça qui fonde cette guerre-là. Et on l'a dit, je l'ai dit, je l'ai même dit, un journaliste, un confrère israélien avait posé la question au chef d'état-major de l'armée israélienne. Si, mon général, si on vous projetait dans
dans une île déserte, qui amèneriez-vous? Non. Quelle chose amèneriez-vous avec vous? Et le général a dit, j'irai avec mon chef de renseignement. Je ne peux pas engager une guerre sans le renseignement. Et c'est ça le problème qui se pose. Et le renseignement, le paradoxe du renseignement, le renseignement, on le trouve dans la population. C'est-à-dire que la population, c'est lui, elle plutôt, qui doit donner les renseignements. Mais la population est prise en otage, en étau. Lorsque la population qui a vécu avec l'insurgé, avec les djihadistes, lorsqu'elle donne les renseignements, le lendemain, les djihadistes viennent les tuer pour dire, toi tu es avec l'armée. Donc, la guerre là-bas, c'est la guerre, comment récupérer. Notre armée fait tout pour récupérer cette population, pour la sécuriser. L'ennemi, les djihadistes veulent garder la population pour eux parce que même dans l'idéologie, on a besoin de la population. Donc la difficulté, c'est à ce niveau-là. Il faut adapter le mode, la stratégie par rapport au mode opératoire de l'ennemi. L'ennemi est très mobile. Alors pour revenir au chefs, moi je ne parle pas des chefs dans mes livres. Pourquoi? Parce qu'ils ont le système de cloisonnement. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le campement Canada, ne connaissent pas ceux qui sont à Madina. Ah bon? Mais c'est ça. Au fait, le cloisonnement, l'exemple le plus facile, c'est quoi? C'est comme un père polygame qui a eu des enfants avec beaucoup de femmes. Mais il a dit à ses enfants, personne ne pose la question sur sa mère. Vous êtes tous simplement mes enfants. Donc, au fait, ça, on ne veut pas des gens qui réfléchissent, on ne veut pas des gens qui posent des questions telles et où. Donc, vous faites ce qu'on vous a demandé de faire. C'est ça le cloisonnement. Donc, il y a des ADF qui sont là et qui ne connaissent pas d'autres. Il y a des chefs qui sont là et qui ne connaissent pas d'autres. Parce que c'est ça le cloisonnement. Vous avez reçu, on dit, nous avons un même père. Et le père, c'est Allah. Faites ce qu'Allah vous a demandé. Donc, on ne posait pas la question des Blaise, mais là-bas chez vous... Non, pas un chef MG bien identifié. Non, pas un chef MG bien identifié. Dans chaque camp, il y a un petit, si vous voulez, un petit état-major. Il y a même une police qui surveille. La dame d'ailleurs qui faisait la police, le commandant, le général de la police, Madame Sarah, on l'a, je pense, kidnappé ou tué dernièrement. Il n'y a pas un chef MG là-bas qui dit, bon, je vais le matin, voilà, au salut au drapeau, je vais vous dire ceci, cela. Non. Ils les reçoivent et c'est ça, effectivement, le cloisonnement. Donc, vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. Et ça rend compliqué. Et vous avez... Dans ce qu'on appelle la taquilla, la ruse appartient à là, comme ils disent. La taquilla, c'est, on leur apprend comment résister à la torture, comment mentir, comment dérouter le militaire ou l'officier de police ou l'officier congolais qui vous a arrêté. Et c'est comme ça que quand vous avez en face de vous un ADF, il peut vous donner 5 versions des mêmes faits. Parce qu'on leur dit, vous ne pouvez pas vous confier aux kafris. Les kafris, c'est nous tous là, les juifs, les chrétiens, les païens, ils sont des kafris. Et un djihadiste n'a pas de compte à rendre aux kafris que nous sommes. Et c'est comme ça que la plupart des gens qu'on arrête, ils meurent avec leurs secrets. Parce que l'émission telle qu'elle passe là-bas, il y a des illustrations de ce que vous avez pu avoir comme images précieuses, justement, de ces ADF-MTM. Mais on remarque qu'ils sont dans un milieu de vie, on ne pourrait pas le qualifier de sauvage, mais c'est naturel. Ils n'ont pas besoin d'avoir des immeubles, ils n'ont pas besoin d'avoir une modernité, un développement, non. Mais c'est ça la symbolique même, Madina. Je vous ai parlé d'Égir. Le prophète, quand il est allé à Médine, il n'a pas cherché le luxe. Il n'a pas cherché le luxe. Le luxe, c'est au paradis. Quand vous mourrez dans cette histoire-là, au paradis, il y a quatre vierges qui vous attendent. Vous les prenez parce que vous avez été au service d'Allah. Donc, on n'a pas besoin de luxe. Le luxe corrompt. Restez dans la cité, vous êtes corrompu. Il faut vivre. D'ailleurs, Jamil dit, nous avons quitté nos pays, nous avons abandonné tous nos biens pour faire la volonté d'Allah. Donc, les conditions qui sont là-bas, ils s'y habituent. Et quand je me souviens d'un chef ADF qu'on avait arrêté, qu'on avait surnommé Bongela Chuma, un ancien imam de la mosquée de Katindo à Goma, qui est allé faire qui est allé suivre des cours à Mombasa, au Kenya. Et quand il est entré dans la forêt, il nous a dit que mais ça c'est une vie merveilleuse. Une vie merveilleuse là-bas.
Donc, ils sont conditionnés tels qu'ils acceptent, parce que c'est la foi. Ils acceptent ce genre de vie et ils sont à l'aise. Mais ne vous en faites pas, il y a ceux qui sont des combattants au front et il y a aussi d'autres qui n'ont jamais été à Madina. Parce que moi, je l'ai dit, les maîtres nous ont enseigné le verbe se battre et on se bat à deux comme ça, vous et moi, nous nous battons. Mais dans la géostratégie, celui qui donne les renseignements, il est combattant, il est combattant, même s'il n'a jamais touché à l'arme. C'est lui qui signale que non, les FARDC viennent de passer. Je vous ai dit. Vous savez, la ramification avec différentes couches de la population, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mao disait, l'insurgé dans la population comme le poisson dans l'eau. Mais le vrai problème, est-ce que vous allez vider tout le temps et tuer tous les poissons? Non, on ne peut pas le faire. Lorsque, vous allez m'excuser, je cite le nom des gens, lorsque le général Mbamou, Marcel Mbamou, tombe dans l'embuscade, c'est quoi? Il quitte son QG état-major, il est dans la Jeep, escorté. Dès qu'il sort de Mbao, il prend l'axe Kamango, Mbao Kamango. Mais il y a des gens qui signalent que non, le commandant des opérations est dans la première Jeep. Heureusement, quand il arrive au kilomètre 4, il croise un campement de commandos, l'unité de réaction rapide, qui dit non, non, mon général, vous ne pouvez pas être devant. On prend une Jeep, on lui ajoute, et c'est la Jeep des commandos qui est devant. Et c'est cette Jeep-là qui a été attaquée, brûlée, et les capitaines tués. Donc, vous voyez qu'ils sont, dans les renseignements, ils sont très, très, très bien organisés, très bien avancés, et ils ont des hommes partout qui signalent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent tendre des embuscades sur les troupes. C'est vraiment une situation compliquée. Mais alors, ça vous fait quoi, chers confrères, quand des gens émettent des doutes sur le côté terrorisme de ces mouvements, de ces exactions dans Béni? Effectivement, ça doit faire mal. Ça doit faire mal, pourquoi? Parce que, vous savez, la maladie de chez nous, comme les Blancs n'ont pas encore, les Occidentaux n'ont pas encore parlé. N'ont pas encore parlé, tout ce que vous dites là, non, vous êtes corrompus, non, ceci, cela. Mais le terrorisme, ce n'est pas comme Ebola. Parce que, vous vous souvenez, le virus d'Ebola, le docteur Mouyembe, il prélève, à l'INRB, ils font des examens dans les laboratoires, mais la confirmation, ils envoient à Atlanta, aux États-Unis, pour dire oui, c'est Ebola, l'homme, c'est ainsi de suite. Mais le terrorisme se juge par les actes. Vous prenez des gens, vous les ligotez, vous les, comme on dit là-bas, vous les machetez, vous les coupez à la machette. Et c'est le terrorisme. Alors, c'est ça le vrai problème que nous avons. Il y a des Congolais qui disent non, un terroriste au Congo, il viendra faire quoi? Mais au Congo, il y a tout. Les zones grises, là où l'État est presque inexistant, ils viennent. Ils ont occupé cette forêt. C'est d'abord le parc national des Virunga. Le parc, c'est un patrimoine de l'humanité. De l'humanité, protégé même. Protégé. Ils ont occupé et ils vivent là-bas. Donc, ça fait très mal que des Congolais, des compatriotes, disent non, 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 ça c'est des histoires. Et ça fait très mal. Parce que le danger, il est là. Je vous dis, lorsque j'arrive au Sud Kivu, je parle avec des confrères, quand je les dit mais oui. Donc, vous trouvez qu'il y a une sorte de, je ne dirais pas négligence, mais une sorte d'abandon même de la réflexion et de l'observation. Et ça fait mal. À Bukavu, ils sont là, à Uvira, ainsi à Goma, ils sont là, à Beni Butembo, ils sont là. Et comment vous ne pouvez pas croire, lorsque la Cour militaire opérationnelle a présenté des djihadistes, et qui ont passé aux aveux d'ailleurs, et qui sont passés aux aveux, qui ont expliqué même leur mode opératoire. Il y a des gens qui ont été arrêtés, soit envoyés à Ngenga, et les femmes envoyées à la prison à Goma, à Munzenze. Et pourquoi il n'y a que l'axe? Généralement, ça tourne autour de Wicha. Nous sommes là dans le territoire de Béni, particulièrement dans la région nord dans le grand nord, de la province, sur la pointe du Nord Kivu. Béni, et puis Oicha, Mbao, Kamango, Erengeti. Pourquoi ce seulement là-bas? Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont formé un triangle. Kamango dans les Watalinga, Erengeti au nord de Béni, à la limite Béni-Ituri, et Mwalika dans les Bachou. C'est ça les triangles qu'ils ont formés. Vous précisez pour Mbao Oicha.
nos enquêtes ont démontré que dans le village, le petit village Kokola, c'est là où vivait l'une des femmes d'Idi Amin. Quand elle est revenue du Congo, de l'Ouganda, accueillie par les FAZ, les forces armées zaïroises, à Beni, installée à Beni, à un moment, elle est retournée dans son village Kokola sur la nationale numéro 4. Kokola, c'est entre Oicha et Ringeti. Et Kokola était devenu le centre. On entreposait les biens là-bas pour que ça puisse entrer dans la forêt. Dans leur mode de séduction, quand ils ont épousé d'abord les enfants de ce milieu-là, ils construisaient des maisons à semi-durables pour les parents. Et donc, ils ont estimé que ces gens à qui ils ont rendu de bons services, selon eux, les ont trahis. Et ils les frappent souvent sur ce point-là. Donc, ils peuvent quitter, ils commencent par Oicha, ils montent jusqu'à l'entrée de Ringeti, et puis ils entrent dans la forêt. Et là, ils tentent des embuscades. Comme j'ai dit, ils opèrent en petits groupes. Au fait, vous ne trouverez pas 100 ADF. C'est 20, 15, 30. Et ils ont des objectifs. Quand ils veulent se ravitailler, ils font la diversion. Il y a un groupe qui va provoquer les FARDC. Et l'autre groupe pille. Les enfants, c'est eux qui transportent les butins. Quand ils ont besoin de médicaments, ils pillent les pharmacies. Donc ils ont des objectifs bien ciblés parce que pour eux, les munitions coûtent énormément cher. Il ne faut pas les gaspiller inutilement. Donc voilà un peu ce qu'il faut. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a un lien, puisqu'on l'évoque, ça défraie l'actualité ces derniers temps, oui. Est-ce qu'il y a un lien entre la balkanisation et l'existence des ADF-MTM? À en croire votre discours, je dirais non. Il n'y a aucun lien. Aucun lien, sauf si les ADF arrivaient à vaincre notre armée, ils vont découper cette partie. Ça sera aussi une sorte de balkanisation. Mais la balkanisation telle qu'on en parle aujourd'hui, il n'y a aucun lien. L'histoire de la balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Mobutu a cimenté son pouvoir par l'unité nationale, en utilisant même la politique des non-originaires, parce que Mobutu avait senti que les originaires avaient tendance... Nous avons des populations à cheval, avec nos frontières qui sont poreuses. Mobutu avait compris que si je laissais la territoriale entre les mains des non-originaires, plutôt des originaires, nous aurons difficile à gérer ces pays. C'est comme ça qu'il a nommé des non-originaires. Donc le problème de la balkanisation ne date pas d'aujourd'hui. Les Lumumba ont évoqué cela. Même cette histoire de Liti Mboka avec Okatanga avec Kouagialo. Mais ça participe à cette histoire de la balkanisation. L'épuration ethnique au Katanga, ça participe de la balkanisation. Les guerres du Kivu, ça participe. Mais le problème, c'est que le Congolais, vous avez des évêques comme Monseigneur Mouziriwa, comme Monseigneur Kataliko, qui sont morts parce qu'ils ont dénoncé. Vous avez Mouzé a dénoncé cela, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le problème, c'est que le Congolais est distrait. Une histoire qui date de longtemps, et aujourd'hui, quelqu'un se réveille et dit « Ah, on est en train de balkaniser ». Et tout le monde dit « Ah, on est en train de balkaniser ». Non, il n'y a aucune commune mesure, il n'y a aucun lien entre les ADF et la balkanisation, sauf que si les ADF gagnent, ils vont couper notre pays et nous serons amputés. Mais il n'y a aucun lien. Et cette histoire de balkanisation, c'est vraiment distraire les gens. Au contraire, la population doit tout faire pour rester unie et soudée. Alors, comment faire, justement, une dernière question, comment faire pour qu'au bout, ça nous prendra peut-être 5 ans. Notre vœu, ce serait que ça prenne moins de temps. Comment faire pour mettre un terme à cette situation des ADF? Première chose, il faut que tous les Congolais, de quelque souche qu'il soit, puissent soutenir l'armée. Deuxième chose, il faut que tous les Congolais, de tous les coins du pays, puissent soutenir les populations de Beni, pour que Beni se sente au Congo. Et troisième point, les populations soutenues et solidaires donneront des informations à notre armée. Dans la guerre, il n'y a pas d'opposants. Parce que les discours des opposants, c'est contre l'armée. Si l'armée a le moral et que l'Assemblée nationale, parce que c'est elle qui légifère, pousse le gouvernement à donner des moyens qu'il faut, et si l'armée forme des unités spéciales, des contre-insurrections,
à ce moment-là, nous gagnons cette guerre dans moins de temps. Très bien. Parce que entre un revolver, un renseignement et un bon militaire, choisit d'abord le renseignement. L'arme vient après. Okay. Donc, il faut renforcer le renseignement des GEM, donc aux frontières, des GEM, police des frontières, tout cela, les commerces, parce qu'il y a des armes, les armes entrent comment? Par les frontières. Exactement. Et à ce moment-là, si nous sommes unis, nous parlons le même langage, nous soutenons ce qui se passe à Béni, et vous allez voir que l'armée est revigorée. Nous avons la diaspora. On voit la diaspora malienne. Oui. La diaspora peut cotiser de l'argent, elle-même délègue des gens pour venir soutenir l'armée. L'armée sera, au lieu de crier chaque jour que nous sommes infiltrés, parce que l'infiltration existe dans toutes les armées. Exactement. Et... Merci beaucoup. Je rappelle, justement, il a évoqué quelque chose de très important. Au sujet de la République démocratique du Congo, on a parlé de Monseigneur Kataliko, qui s'est battu pour une cause qui concernait pourtant particulièrement Bukavu. Pourtant, il est de Butembo. Le cas le plus épatant, c'est le vôtre. Oui. On vous voit parler certainement beaucoup. Se diront qu'il est journaliste il est originaire du Nord Kivu. Non, il est du Kwilu, il est de Kikwit, des Caisses Kibelbel Oka. Mais il a consacré toute son intelligence pour comprendre la situation qui prévaut dans la région de l'Est du pays, son pays où il habite. C'est vraiment quelque chose qui devrait nous interpeller, nous Congolais. En ce moment, on est en train de parler de tribus, ethnies et tout ça. Il faudrait qu'on balaye tout ça et qu'on suive des exemples comme ceux qu'on a cités de Kataliko, de Lumumba, qui s'est battu pour une cause nationale, de Nikez aussi, je le rappelle. C'est toujours bien de parler en bien de quelqu'un quand il est vivant. Lui, il est des Kikwit, installé dans la partie est du pays. Il y travaille et il y consacre toute son énergie, tout son temps, toute son intelligence pour comprendre la situation d'insécurité qui prévaut dans cette partie du territoire national. Il a d'ailleurs écrit 6 ouvrages, je vais en citer 3. L'avènement du djihadisme en République démocratique du Congo, les djihad en RD Congo, exhortation, témoignage et vitalité des ADF-MTM. On peut citer RD Congo, les forces armées face à la guerre non conventionnelle. Et c'est beaucoup d'autres, même RD Congo, Ituri, la guerre identitaire au pillage de mines d'or, les kilomotos pour des multinationales anglo-saxonnes, par des multinationales anglo-saxonnes. En tout cas, confrère, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Je ne manquerai pas de faire une autre émission chaque fois que je vous trouverai dans un espace donné, que ce soit à Kinshasa ou comme dans l'Est du pays. Merci, moi je vous remercie. Je remercie Digital Congo pour cette opportunité qu'il nous donne. Et j'en suis fier et j'en suis ravi. Je vous souhaite aussi bon travail et bon courage parce que c'est la communion des journalistes qui font du bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher confrère. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur le Digital Congo. On se retrouve très prochainement à la même heure. Même plaisir pour le grand oral. Au revoir.